Le terrain de foot vibrait sous les acclamations. Un petit garçon, d'à peine 6 ans, sprinta sur la pelouse et marqua un but. Il se retourna, rayonnant, les bras grands ouverts, et cria « Papa !» Mais l'homme qui regardait derrière le grillage ne bougea pas. Le souffle de Nicolas Colbert se coupa. Le garçon avait ses yeux, sa voix, son sourire, mais pas son nom, plus maintenant. Et cette vérité le blessait plus qu'il ne l'aurait cru. Il y a 6 ans, Nicolas Colbert avait tout, un bureau d'angle avec vue panoramique, un appartement de standing en plein centre de Paris, des investisseurs qui l'appelaient sans cesse. Le succès n'était pas un rêve, c'était sa routine quotidienne. Puis Émilie lui annonça qu'elle était enceinte, et Nicolas fit ce qu'on lui avait appris à faire avec tout ce qui ne cadrait pas avec ses plans. Il tourna les talons. Il se dit que ce n'était que temporaire, qu'il reviendrait une fois les choses apaisées. Mais la vérité, il était terrifié à l'idée d'échouer, d'être vulnérable, de ne pas savoir comment être un père. Alors, il s'évanouit dans la nature. Pas un au revoir, pas une explication, juste le silence. Maintenant, il se tenait de l'autre côté d'un grillage, regardant un garçon, son garçon, appeler un autre homme « papa ». Et tout ce qu'il pensait avoir abandonné refit surface avec une violence inouïe. Voici l'histoire de la façon dont Nicolas a perdu tout ce qui comptait, et de ce qui s'est passé lorsqu'il a tenté de le reconquérir. Mais à cet instant précis, il n'avait aucune idée de ce que cela lui coûterait. Nicolas Colbert avait grandi dans un monde où les émotions étaient des faiblesses et l'échec impardonnable. Son père, Richard Colbert, avait bâti son empire financier à partir de rien et ne laissait jamais Nicolas l'oublier. « Il n'y a pas de place pour les secondes chances dans ce monde, » disait-il. « Tu gagnes ou tu disparais. » Alors Nicolas apprit à gagner. Il aiguisa toutes ses facettes, maîtrisa chaque situation. À 30 ans, il était le plus jeune directeur financier d'une société d'investissement parisienne. Ses journées étaient remplies de chiffres, de silence et de stratégie. Ses nuits étaient plus solitaires qu'il ne voulait l'admettre. Jusqu'à Émilie Hubert. Elle n'appartenait pas à son univers. Une illustratrice indépendante, avec de la peinture sur ses jeans et une lumière dans la voix. Ils s'étaient rencontrés dans un café où elle dessinait des inconnus en attendant sa boisson. Elle le regarda comme si elle le voyait vraiment. Pas le costume, pas le nom. Juste lui. Et il ne sut à quel point il en avait eu besoin que lorsqu'elle devint son havre de paix. Ils emménagèrent ensemble 1 an plus tard. Il travaillait toujours de longues heures, vérifiait encore ses emails pendant le dîner, mais Émilie apportait un équilibre. Elle fredonnait en cuisinant, dansait pieds nus sur le parquet et parlait de l'avenir comme si c'était quelque chose de magnifique, pas seulement quelque chose à conquérir. Puis, un soir, elle s'assit en face de lui à la table de la cuisine, les yeux nerveux, la voix légèrement tremblante. « Je suis enceinte !» Nicolas se figea. Il la dévisagea comme si elle avait dit quelque chose d'étranger, quelque chose d'impossible. Un enfant ? Cela ne faisait pas partie du plan quinquennal, ce n'était pas quantifiable, c'était le chaos. Il sourit, à peine, et dit qu'il avait besoin de réfléchir. Mais ce qu'il voulait vraiment dire, c'était « Je suis déjà en train de partir ». Les jours qui suivirent furent plus froids. Il cessa de rentrer à l'heure, annula tous les rendez-vous chez le médecin, manqua toutes les étapes importantes. Émilie tenta de le joindre, encore et encore, et quand elle le fit enfin asseoir et lui dit « Nicolas, j'ai besoin que tu sois là », il la regarda et prononça les mots qui le hantraient pendant des années. « Je ne suis pas prêt, je suis désolé ». Elle le fixa, les larmes coulant sur son visage. Et cette fois, il ne l'empêcha pas de partir. Nicolas n'avait jamais cru aux rêves. Il croyait aux objectifs, aux étapes, aux indicateurs. Mais avec Émilie, quelque chose avait changé. Il y eut ce week-end qu'ils passèrent dans les Alpes. Pas de téléphone, pas de réunion, juste elle dessinant pendant qu'il lisait près de la cheminée. Elle s'endormit la tête sur sa poitrine et, l'espace d'un instant fugace, il l'imagina. Une vie plus lente, peut-être même une famille. Il ne le dit jamais à voix haute, bien sûr. La vulnérabilité ne faisait pas partie de son vocabulaire. Pourtant, quand elle le regarda avec ses yeux pleins d'espoir et demanda
Penses-tu parfois à l'avenir » Il lui embrassa le front et murmura « Seulement quand tu y es ». Il le pensait sincèrement. Mais quand le test de grossesse se révéla positif, tout ce qui avait été chaleureux devint glacial. Il paniqua, non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce que l'amour ne lui avait jamais appris quoi faire ensuite. Soudain, Émilie devint le rappel de tout ce qui échappait à son contrôle. Visite chez le médecin, idées pour la chambre d'enfant, nausées matinales, des choses qu'il ne pouvait ni planifier dans un tableur ni déléguer. Il s'enfuit dans le travail, se disant qu'il sécurisait l'avenir. Mais ce n'était pas le cas. Il fuyait. Émilie essaya de maintenir leur couple à flot. Elle laissait des petits mots dans son attaché-case, attendait tard le soir, juste pour lui souhaiter bonne nuit. Une fois, elle ramena une minuscule paire de chaussons de bébé, les brandit avec un rire nerveux. Nicolas ne sourit pas. Il les fixa comme si c'étaient des menottes. Et cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, il ouvrit son ordinateur portable et réserva un aller simple pour Lyon. Une expansion commerciale, dit-il à son équipe. Juste pour quelques mois. Il partit sans un mot à Émilie. Pas de lettre, pas d'appel, rien. Elle rentra chez elle et trouva un appartement vide, une tasse de café froid encore sur la table et l'écho de tout ce qui n'avait pas été dit. Il se dit que c'était pour le mieux, qu'il lui donnait de l'espace, lui épargnait une déception. Mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Il l'avait abandonnée avant même d'avoir essayé. Dans les mois qui suivirent, Nicolas grimpa encore plus haut. Nouveaux clients, nouveaux investisseurs, nouvelles distinctions. De l'extérieur, il paraissait inarrêtable, mais à l'intérieur, le silence grandissait. Parfois, il relisait son dernier texto. « J'aimerais que tu dises au moins quelque chose. » Il ne répondit jamais, car lui répondre aurait signifié se confronter à lui-même. Et Nicolas Colbert avait bâti toute une vie en évitant les miroirs. 3 ans après sa disparition, l'empire de Nicolas Colbert s'effondra. Une start-up technologique dans laquelle il avait investi des millions s'écroula dans un scandale de fraude. Pas de sa faute, mais assez pour traîner son nom dans la boue. Du jour au lendemain, les médias changèrent de ton. L'enfant prodige devenu fantôme. La chute de Colbert capitale. Les investisseurs se retirèrent. Les partenaires coupèrent les ponts. Son appartement fut saisi. Son nom cessa d'ouvrir les portes. Pour la première fois de sa vie, Nicolas n'avait aucun plan, aucun titre, aucune identité. Il emménagea dans un 2 pièces en location en périphérie de la ville, meubles d'occasion, réfrigérateur à moitié vide. Il cessa de porter des costumes, cessa de lire les informations. Le silence devint routine. Un soir, il ouvrit un tiroir et trouva une photo qu'il ne se souvenait pas d'avoir emportée. Émilie, riant, tenant un carnet de croquis, son autre main posée sur son ventre de femme enceinte. Nicolas la fixa pendant des heures. Il songea à appeler. Il faillit le faire, mais que dirait-il? Désolé d'avoir disparu? Comment va l'enfant? Il n'était plus qu'un fantôme dans leur histoire. Une note de bas de page. La honte était suffocante. Pendant des mois, il erra, café, parc, coin de bibliothèque, observant les gens vivre des vies qu'il ne pouvait toucher. Il commença à faire du bénévolat dans une banque alimentaire, juste pour se sentir utile, juste pour sentir quelque chose. Puis un froid soir d'automne, un ancien collègue lui envoya une invitation à un gala de charité. Il dit que cela pourrait l'aider à reconstruire son réseau. Nicolas ne voulait pas y aller. Mais quelque chose en lui murmura. « Montre-toi. » Juste une fois. Il loua un blazer bon marché, prit le métro, se dit que cela n'avait pas d'importance. L'événement bruissait de jazz feutré et d'ambition chuchotée. Il essaya de se fondre dans la masse, et c'est là qu'il la vit. De l'autre côté de la pièce, robe noire, cheveux plus longs maintenant mais reconnaissables entre toutes, Émilie. Elle parlait à un autre invité, souriant de cette manière qui illuminait tout son visage. Et à côté d'elle se tenait un petit garçon en pull bleu marine. Nicolas se figea, l'enfant se tourna, et le monde s'arrêta, des yeux bleus, les mêmes que les siens, la même inclinaison pensive de la tête. Le garçon le regarda droit dans les yeux, curieux, calme.
Et à cet instant, Nicolas sut. C'était son fils. Le poids de 6 années s'abattit sur lui d'un coup. Ses genoux faillirent céder. Il s'agrippa à une table pour garder l'équilibre, le cœur battant la chamade dans ses oreilles. Émilie ne l'avait pas encore vu, mais il ne pouvait détacher son regard du garçon. Jacob, il murmura le nom pour lui-même, comme une prière. Il n'en était pas sûr, mais dans son cœur, si. Il fit un pas chancelant en avant, puis un autre. La foule s'estompa. Il les atteignit au moment où Émilie se tournait. Leurs regards se croisèrent, son sourire disparut. Tout le corps d'Émilie se tendit, sa main tombant instinctivement sur l'épaule du garçon. « Nicolas !» dit-elle, froide comme le verre. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il regarda de nouveau le garçon. Sa voix tremblait. « Est-ce que c'est… » Émilie ne le laissa pas finir. « Tu n'as pas le droit de demander ça, » dit-elle sèchement. « Tu es parti. Tu as fait ce choix. »« Je ne savais pas. »« Si, tu savais, » lança-t-elle. « Tu savais, je t'ai supplié de rester. J'ai pleuré devant toi, et tu es parti. » Nicolas baissa les yeux, la honte inondant chacune de ses veines. Le garçon cligna des yeux en le regardant. « Maman, c'est qui ?» Émilie s'agenouilla à côté de son fils. « Personne, mon trésor. Juste quelqu'un que j'ai connu. » Elle se releva, guidant doucement l'enfant vers la sortie. Nicolas fit un pas derrière eux. « Attends, comment s'appelle-t-il » Elle hésita, juste assez longtemps. « Jacob ». Puis elle disparut dans la foule. Nicolas resta seul, entouré de coupes de champagne et de costumes de créateur, totalement vidé. Il avait un fils, un petit garçon, bien vivant, qui ne connaissait pas son nom, qui appelait quelqu'un d'autre « papa ». Il s'affaissa sur une chaise voisine, les mains tremblantes. Autour de lui, la fête continuait. Il entendait des rires, de la musique, le tintement des fourchettes sur le verre. Mais en lui, seul le silence. Cette nuit-là, il rentra chez lui sous une pluie battante, le programme du gala chiffonné dans sa poche. Il fixa le plafond de son appartement jusqu'au lever du soleil. Pour la première fois en 6 ans, il voulait revenir en arrière. Mais vers quoi? Vers qui? Il ne savait pas. Il ne savait qu'une chose, il ne pouvait plus disparaître. Et vous? Avez-vous déjà commis une erreur si énorme qu'il vous a semblé impossible de revenir en arrière? Parfois, il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de choisir d'être présent, même lorsque c'est difficile. Partagez votre histoire dans les commentaires. On ne sait jamais, vos mots pourraient être le rappel dont quelqu'un d'autre a besoin en ce moment, qu'il n'est pas trop tard, car tant que nous respirons, il est encore temps d'essayer. Le lendemain matin, Nicolas était assis à la table de sa cuisine, fixant une tasse de café refroidi. Il n'avait pas dormi. Son esprit rejouait en boucle un seul moment, la façon dont Jacob l'avait regardé, curieux, ouvert, inconscient. Il ne me connaît pas. Cette pensée le brisa. Il se dirigea vers le placard, fouillant dans une vieille boîte de rangement qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, sous des couches de papiers oubliés et de cravates inutilisées, il le trouva. Un petit sac cadeau non ouvert. Il l'avait acheté il y a 6 ans. La nuit où Émilie lui avait annoncé qu'elle était enceinte, avant que la peur ne s'installe. Dedans, il y avait un éléphant en peluche, avec une carte qui disait simplement « Pour quand tu arriveras ?» Nicolas s'assit par terre, serrant cet éléphant comme s'il représentait tout. Sa gorge se noua. Il avait fui cette version de lui-même, l'homme qui avait presque essayé. Mais peut-être que cet homme était encore quelque part à l'intérieur. Il prit son téléphone, les mains tremblantes, le souffle court. Il n'avait pas envoyé de texto à Émilie depuis des années. Il ne savait même pas si le numéro était toujours le sien. Il tapa lentement. « Émilie, je t'ai vue hier soir. Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit, mais j'ai besoin de parler. S'il te plaît. » Il fixa le message, puis appuya sur « Envoyer » et attendit. Les heures passèrent. Pas de réponse. Le soleil plongea sous l'horizon, projetant une lumière orange sur son appartement. Au moment où il était sur le point d'abandonner, son téléphone vibra. Un message. Juste une ligne. « Retrouve-moi demain. 16 heures. Parc des Saules. » Le cœur de Nicolas s'emballa. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne savait pas s'il se ferait crier dessus, ignorer ou prier de partir. Mais pour la première fois depuis des années,
Il voulait se montrer. Pas comme l'homme qui avait toutes les réponses. Pas comme l'étoile montante ou le cadre déchu. Juste comme quelqu'un qui essayait de faire ce qu'il fallait. Un morceau brisé à la fois. Il ne savait pas si ce serait suffisant. Mais pour la première fois, il espérait que cela pourrait l'être. Le parc des Saules était calme cet après-midi-là. Les arbres se balançant doucement, l'air vif du début du printemps. Nicolas arriva avec 30 minutes d'avance et s'assit sur un banc près de l'aire de jeu, les paumes moites. À 16 ans précises, il la vit, Émilie. Elle marchait lentement vers lui, la main de Jacob dans la sienne. Le garçon portait un camion jouet rouge, concentré sur le chemin sous ses pieds. Nicolas se leva à leur approche. « Salut » dit-il doucement. Émilie acquiesça. « Salut ». Elle paraissait plus forte, fatiguée peut-être, mais posée, plus sage, comme quelqu'un qui s'était reconstruit sur les ruines qu'il avait laissées. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » dit-elle, les yeux méfiants. « Mais j'ai pensé que Jacob méritait de connaître ton visage. » Nicolas hocha la tête, déglutissant difficilement. « Merci. » Émilie se tourna vers Jacob et s'agenouilla. « Eh, mon grand, voici Nicolas. C'est quelqu'un que j'ai connu. » Jacob leva les yeux vers lui, silencieux un instant. « Salut » dit-il, les yeux grands et curieux. Nicolas s'accroupit lentement pour se mettre à son niveau. « Salut, Jacob. Il est cool, ton camion. »« Merci » marmonna Jacob, le serrant plus fort. Émilie se redressa. « Nous serons sur le banc là-bas, » dit-elle à Jacob, et s'éloigna de quelques pas, toujours à portée, mais laissant de l'espace. Nicolas s'assit en tailleur dans l'herbe à côté de Jacob. Pendant 10 longues minutes, ils parlèrent de camions, de dinosaures et du meilleur parfum de glace. Jacob ne demanda jamais qui était Nicolas. Il n'en avait pas besoin, et d'une certaine manière, cela rendait les choses plus difficiles. Avant de partir, Jacob se tourna vers Nicolas et dit « Tu parles bizarrement, comme aux informations. » Nicolas rit, sincèrement. « Je suppose que oui. » Jacob sourit. « Tu veux me voir grimper à l'arbre ?» Nicolas regarda Émilie. Elle hocha la tête très légèrement. « Bien sûr, » dit Nicolas. « Montre-moi. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Tandis qu'il s'éloignait, Émilie ne dit pas au revoir, mais elle ne retira pas non plus la main de Jacob. Et cette nuit-là, Nicolas pleura dans son oreiller, non pas de regret, mais parce que pour la première fois, il avait de l'espoir. Au cours des semaines suivantes, Nicolas continua de se montrer. Un samedi, il apporta un carnet de croquis à Jacob. « Ta mère a dit que tu aimes dessiner, » dit-il. Jacob haussa les épaules, mais le prit quand même. Ils s'assirent sur un banc du parc, dessinant des robots. Les lignes de Jacob étaient désordonnées, sauvages. Celles de Nicolas étaient serrées, prudentes. « Les tiens ressemblent à des immeubles, » dit Jacob. Nicolas sourit. C'est probablement vrai. Chaque visite était minime. Un instant par-ci, un regard par-là. Une question répondue. Mais les failles étaient là aussi. Un après-midi, Nicolas arriva en avance au match de foot de Jacob. Il chercha Émilie dans la foule et se figea. Elle était assise avec un homme de grande taille portant un manteau bleu marine, larges épaules, sourire facile. Il avait son bras nonchalamment derrière elle sur le banc. Jacob courut vers lui après le match, lui jeta les bras autour de la taille. « Tu as vu mon but, Bruno ?» Bruno. Le nom frappa Nicolas comme de l'eau glacée. C'était donc lui qui l'avait élevé. Après le match, Nicolas s'approcha lentement. « Salut, Jacob. Super but aujourd'hui. » Jacob hésita, jeta un coup d'œil à Émilie, puis hocha la tête. « Merci. » Bruno s'avança, tendant la main. « Vous devez être Nicolas. » Nicolas la serra avec raideur. « Oui, j'ai beaucoup entendu, et rien du tout, » dit Bruno, avec un demi-sourire qui n'était pas entièrement amical. Nicolas inspira difficilement. « J'essaie juste de faire partie de sa vie. » Bruno acquiesça. « C'est admirable. Juste, ne le perturbez pas. » « Il va bien. » Les mots restèrent en suspens, comme de la fumée. Cette nuit-là, Nicolas s'assit seul sur son canapé, les yeux brûlants. « Qu'est-ce que je fais ? Et si je gâche tout à nouveau ?» Il sortit son téléphone, fixant un message à moitié tapé pour Émilie. C'était peut-être une erreur. Il hésita avant d'envoyer, mais au lieu de cela, il le supprima, parce que même s'il n'était pas le père que Jacob appelait papa,
Il était l'homme qui était parti. Et s'il voulait être quelque chose de différent maintenant, il devait le mériter. Pas en remplaçant Bruno, pas en forçant quoi que ce soit, mais en étant là, peu importe le temps que cela prendrait. La finale du championnat était plus importante que tout ce que Jacob avait joué auparavant. Les gradins étaient pleins, le ciel était radieux et le terrain ressemblait à une scène préparée pour quelque chose d'important. Nicolas arriva tôt, avec 2 chocolats chauds. Il aperçut Émilie et Bruno, déjà assis près du milieu du terrain, lui faisant signe de venir. Pendant une seconde, il hésita, puis monta les marches et s'assit à côté d'eux. Émilie lui adressa un petit sourire. Bruno hocha poliment la tête. « Il est nerveux », dit-elle, les yeux sur Jacob qui s'échauffait de l'autre côté du terrain. Nicolas se pencha en avant. Il va très bien s'en sortir. La première mi-temps fut difficile. L'équipe de Jacob était menée 1-0 et il semblait anxieux, regardant les lignes de touche entre les actions. Puis, 10 minutes avant le coup de sifflet final, une main fut sifflée dans la surface. Penalty. L'entraîneur cria le nom de Jacob. Le cœur de Nicolas se serra. Il le laisse tirer? Jacob resta figé un instant, puis se dirigea lentement vers le ballon. Nicolas pouvait le lire sur son visage, la peur. Tout le terrain était silencieux. Seul le vent bougeait. Jacob plaça le ballon, recula. Il regarda le but, puis jeta un coup d'œil vers les gradins. Ses yeux rencontrèrent ceux de Nicolas. Nicolas se leva, lui fit un simple pouce levé et articula « Tu vas y arriver ». Jacob se retourna, courut et manqua. Le ballon passa à quelques centimètres du poteau. Silence. Puis un faible soupir traversa le terrain. Jacob fixait le sol immobile. Il semblait ne plus pouvoir respirer. Avant que quiconque puisse bouger, Nicolas descendit des gradins et se dirigea vers le terrain. Un arbitre commença à protester, mais Nicolas ne s'arrêta pas. Il rejoignit Jacob et s'agenouilla à côté de lui. « Hé !» murmura-t-il. « Ce n'est pas grave. » La lèvre de Jacob tremblait. « J'ai tout raté. » Nicolas secoua la tête. « Non. Tu as essayé. Tu t'es présenté. C'est tout. » Jacob cligna des yeux. « Mais j'ai déçu tout le monde. » Nicolas posa doucement une main sur son épaule. « Non, tu as été courageux, et je suis fier de toi. » Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Puis Jacob fit quelque chose que Nicolas n'attendait pas. Il se pencha contre lui, la tête contre son épaule, et doucement, tout bas, dit « Merci, papa ». Le souffle de Nicolas se coupa. Ses yeux brûlaient, mais il ne laissa pas tomber une larme. Il enlaça le garçon et le serra fort contre lui, son cœur battant avec quelque chose qui n'était plus de la culpabilité. C'était de l'amour. Quand ils quittèrent le terrain ensemble, les applaudissements ne furent pas bruyants, mais ils furent suffisants. De retour dans les gradins, Émilie s'essuyait les yeux. Bruno se leva pour les accueillir, hochant la tête en silence. Pas de tension, pas de rivalité, juste un moment de vérité. Jacob leva les yeux vers les 2 hommes et sourit. « Je veux toujours une glace, » dit-il. Tout le monde rit. Nicolas regarda Émilie, incertain. Elle acquiesça. « Allons-y. » Et tandis qu'ils marchaient ensemble, 4 personnes qui n'avaient pas commencé comme une famille, mais qui en étaient devenues une d'une manière ou d'une autre, Nicolas sut. Il n'essayait plus de réparer le passé. Il construisait quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Nicolas ne récupéra jamais les années perdues. Il n'assista pas aux premiers pas de Jacob, à ses premiers mots, aux genoux écorchés ou aux bougies d'anniversaire soufflées sans lui. Mais il cessa de courir après ce qu'il ne pouvait pas rembobiner et commença à se montrer pour ce qui était encore à venir. Il n'essaya pas de remplacer Bruno, il n'essaya pas de tout rattraper d'un coup. Il venait, tout simplement. Match après match, journée dessin à l'école, soirée tranquille à aider aux devoirs, même quand il n'avait aucune idée de comment expliquer les fractions. Et petit à petit, Jacob cessa de regarder à travers lui et commença à se tourner vers lui. Pas comme un père parfait, pas comme un héros, mais comme quelqu'un qui avait fait le choix le plus difficile de tous, revenir, pas par culpabilité, mais par amour. Nicolas pensait autrefois que l'héritage était quelque chose que l'on construisait dans les salles de réunion et les comptes en banque. Mais maintenant, il savait mieux.
L'héritage, c'est la voix d'une histoire du soir, une main qui stabilise un vélo, une promesse tenue, même après que tout s'est effondré. Et parfois, la plus grande rédemption n'est pas bruyante, elle est silencieuse, elle est lente. C'est se montrer un mardi pluvieux juste pour dire « je suis là ». Parce qu'en fin de compte, Jacob n'avait pas besoin que Nicolas soit parfait, il avait juste besoin qu'il reste. Peut-être êtes-vous celui qui est parti, ou peut-être étiez-vous celui qui attendait que quelqu'un revienne. Quoi qu'il en soit, si cette histoire a remué quelque chose en vous, prenez un moment pour la partager dans les commentaires. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin de lire vos mots aujourd'hui. Et si vous croyez que les gens peuvent changer, que même après des années de silence, il y a toujours un chemin de retour. Mettez un « j'aime ». Cela indique à la plateforme que cette histoire a compté pour quelqu'un. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, sur la rédemption, les secondes chances et le pouvoir silencieux de l'amour, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, parce que nous avons encore tant d'histoires à raconter. Et qui sait, la prochaine pourrait ressembler à la vôtre.